Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, intitulée Sociolinguistique, concepts et méthodes qui est la deuxième de cette série. Les vidéos de cette série sont importantes, dans la mesure où elles vous définissent le concept de la discipline en elle-même, ainsi que ses méthodes. Lorsqu'on maîtrise les concepts qui constituent une discipline, on peut aisément naviguer dans les coins et recoins de la discipline, et même en faire notre champ de recherche de prédilection. Donc commençons. Quelques définitions de la sociolinguistique. La sociolinguistique est l'étude des faits de langue, en relation avec des facteurs sociaux, entre autres, les différences de région, de classe sociale, de pratiques professionnelles. Elle étudie également comment la présence d'une ou plusieurs langues dans la même communauté peuvent s'influencer l'une l'autre et créer des systèmes intermédiaires. En d'autres termes, la sociolinguistique étudie comment les facteurs sociaux, tels que l'appartenance ethnique, l'âge ou la classe sociale, affectent les pratiques de langue. Ainsi, la langue n'est pas homogène, elle est variable et en évolution, aussi bien pour les utilisateurs individuels que pour les groupes de locuteurs qui utilisent la même langue. La sociolinguistique essaie de décrire les caractéristiques linguistiques et fonctionnelles des variétés verbales, quelle que soit leur nature, qu'elles dépendent de la profession, de la classe sociale, de la région ou de la simple interaction parmi les membres du groupe social. La sociolinguistique s'efforce de faire plus encore. Elle essaie de déterminer l'influence linguistique d'une variété de langues sur une autre variété et étudie aussi de quelle manière les changements linguistiques peuvent modifier l'extension des pratiques verbales chez les locuteurs d'une langue. La sociolinguistique essaie de découvrir quelles lois sociales ou normes déterminent le comportement linguistique dans les communautés linguistiques et s'efforce de les délimiter et de définir ce comportement vis-à-vis de la langue même. Elle essaie également de déterminer quelles valeurs symboliques ont les variétés linguistiques pour leurs usagers. Sociolinguistique ou sociologie du langage. Mais quelle est la différence entre sociolinguistique et sociologie du langage? La différence, il faudrait la chercher dans l'objet d'étude. L'objet d'étude de la sociolinguistique est la linguistique, l'étude des faits de langue dans leur relation avec la société, donc c'est une branche de l'étude du langage. C'est la méthodologie de la linguistique qui y est employée. La sociologie du langage étudie la société dans sa relation avec la langue, qui est parlée par les catégories sociales qui composent cette société. Elle étudie comment l'organisation sociale est influencée par la langue parlée dans cette société. C'est la démarche sociologique que l'on retrouve ici. Naissance de la sociolinguistique. Aux États-Unis, la sociolinguistique s'est constituée durant les années 60 autour d'un groupe dont la plupart des membres deviendront célèbres dans leurs champs respectifs. Dale, Ames, dans l'ethnographie de la communication et l'anthropologie linguistique. Fishman, dans la sociologie du langage, notamment les 8 états d'une langue. Gimpers, dans la sociologie interactionnelle. Ferguson, avec la diglossie et les langues en contact. Laboff, pour l'édification de la sociolinguistique moderne. La tâche essentielle, qu'elle s'est donnée pour objectif, est d'effectuer une description systématique de la covariance et de la corrélation entre la structure linguistique et la structure sociale dans laquelle elle se trouve. En France, c'est à Antoine Meillet, qui avait souvent défini la langue comme un fait social et continuait d'affirmer que la linguistique était pour lui une science sociale, que la communauté scientifique a attribué la naissance de la discipline. Meillet s'élève contre les positions de Saussure, notamment le principe d'immanence de la langue, en écrivant en particulier, en séparant le changement linguistique des conditions extérieures dont il dépend, Ferdinand de Saussure le prive de réalité. La position de Meillet est toute différente de celle de Saussure. Il écrit notamment, du fait que la langue est un fait social, il résulte que la linguistique est une science sociale, et le seul élément variable auquel on puisse recourir
pour rendre compte du changement linguistique, est le changement social. La sociolinguistique traite globalement de 3 types d'objets. La diversité ou les variétés linguistiques. La communication, conçue comme échange entre 2 ou plusieurs acteurs sociaux et comme ensemble de pratiques socialisées. Les problèmes qui relèvent du plurilinguisme, emprunt, alternance de codes, etc. Variation linguistique ou variété linguistique. Le concept de variation linguistique, introduit en sociolinguistique, désigne les différences observables entre plusieurs pratiques linguistiques par rapport à la langue standard. Ces variations peuvent être d'ordre phonologique, lexical ou morphosyntaxique. La variété linguistique, ou variété de langue, est un parler, rattaché à un groupe de locuteurs, rassemblés au sein d'une même communauté linguistique. Labov et la théorie de la variation. La notion de variation linguistique est apparue pour la première fois à la publication de l'article de William Labov et al., qui s'intitule « Les fondements empiriques d'une théorie du changement linguistique ». Labov remet en cause la conception selon laquelle la langue est conçue comme une structure homogène et autonome par rapport au contexte social dans lequel elle est pratiquée. Pour lui, la langue est un système hétérogène, c'est-à-dire sujet à des variations dans le contexte social et caractérisé par la diversité des usages qui s'y trouvent. Les recherches de William Labov refusent le postulat des structuralistes qui prônent l'unicité du système linguistique et son homogénéité et proposent à la place la théorie de la variation linguistique qu'ils voient comme un changement ou une modification de la langue à l'intérieur d'un contexte socioculturel déterminé. Typologie de la variation linguistique. Les sociolinguistes s'intéressent essentiellement aux usagers et à l'usage de la langue et de ce fait, proposent différents classements de la variation. 1. La variation selon les usagers. Avec William Labov, le père de l'approche variationnelle, en sociolinguistique, nous distinguons 4 types de variations. Petit a. La variation diachronique, qui est l'évolution de la langue, par rapport à l'histoire, par exemple, le français du XVIIIe et du XIXe siècle. Petit b. La variation diatopique, qui est la variété linguistique spatiale et, ou, régionale, comme en France, au Canada, en Afrique, à Paris, à Marseille, que l'on appelle aussi des dialectes ou des régiolectes. Petit c. La variation diastratique, qui est la variété linguistique liée au niveau social, à la situation démographique, comme la langue des jeunes ou des personnes âgées, la situation rurale ou urbaine, la variation liée à la profession ou au niveau d'études. C'est ainsi que les sociolinguistes parlent de sociolectes, variation liée au positionnement social, de technolectes, variation liée à la profession ou à la spécialité. Petit d. La variation diaphasique, qui correspond au style de la langue. Dans une variation stylistique, l'individu modifie sa manière de dire en fonction des circonstances qui entourent l'interaction. 2. Variation selon l'usage. C'est ce qui est généralement appelé registre de langue. On distingue petit a. Le registre soutenu ou encore soigné, recherché, élaboré, cultivé. Petit b. Le registre standard ou non marqué ou encore courant, commun, usuel. Petit c. Le registre familier ou encore relâché, spontané, ordinaire. Petit d. Le registre vulgaire. La variation, selon les usagers ou selon l'usage, se manifeste à tous les niveaux du système linguistique, phonique, morphologique, syntaxique et lexical. Quelques manifestations de la variation lexicale. Le jargon. D'après le dictionnaire Le Petit Robert, le jargon est la façon de s'exprimer, propre à une profession, une activité, difficilement compréhensible pour le profane.
On parle par exemple du jargon des linguistes ou des médecins. Le but ici est de se faire comprendre de ses collègues d'une même spécialité, sans qu'il soit forcément question de dissimulation ou de secret. Le verlan. C'est une forme particulière d'un parler caché, que l'on retrouve en particulier chez les jeunes, qui consiste en l'inversion des syllabes d'un mot, parfois accompagnée d'élisions. Exemple. Meuf, femme. Keuf, flic. Beurre, rebeu, arabe, etc. 3. L'argot. L'argot, au départ, est une variété de langue qui apparaît comme premièrement, une forme de jargon de classe marginale, que l'on retrouve initialement chez les malfaiteurs et la pègre. Son utilisation visait à se cacher des non-initiés, une sorte de langage cryptique. Deuxièmement, un langage particulier à un groupe de personnes, ou propre à une communauté, ou à un milieu fermé. La manifestation de cette identité culturelle s'observe à travers la musique, exemple le rap. Des productions graphiques, tags et graffitis. Une façon de danser. Certains sports, comme le basket ou la boxe. Des choix vestimentaires. Et la forme linguistique. Le bilinguisme, quelques définitions. Il existe de nombreuses définitions du bilinguisme, nous en retiendrons celle-ci. Premièrement, pour Georges Mounin. C'est le fait pour un individu de parler indifféremment deux langues. C'est également la coexistence de deux langues dans la même communauté, pourvu que la majorité des locuteurs soient effectivement bilingues. Deuxièmement, la définition du dictionnaire de didactique des langues. Le bilinguisme est une situation qui caractérise les communautés linguistiques et les individus installés dans les régions multilingues. Troisièmement, la définition du dictionnaire des sciences du langage de Todorov. Un individu est dit multilingue s'il possède plusieurs langues, acquises l'une comme l'autre comme langue maternelle. Le bilinguisme, à travers ces trois définitions, peut être considéré, soit comme le fait d'une communauté, soit comme le fait d'un individu. Ces différences renvoient à tout un débat de linguistes, certains considérant que seuls les individus peuvent être bilingues, alors que d'autres, considérant que cette notion peut s'étendre à toute une communauté linguistique. À partir de là, il se pose alors le problème du degré d'extension du bilinguisme. À partir de quel pourcentage considère-t-on que la communauté est bilingue? Et à partir de quand peut-on parler de bilinguisme? D'autre part, selon l'âge d'acquisition des langues, on a pu parler de bilinguisme précoce ou tardif. Par ailleurs, selon la distribution faite dans la communauté, on parle de bilinguisme composé ou individuel, ou stylistique, ou social. Les différentes approches. Premièrement, l'approche normative. Elle prend en considération le degré de maîtrise de la langue. Dans cette approche, deux positions s'affrontent, l'une dit que tout le monde est bilingue, l'autre dit que personne n'est bilingue. Première position, tout le monde est bilingue. Les défenseurs de cette thèse pensent que, dans tout acte de communication, les locuteurs s'adaptent à une situation donnée. Or une langue varie, selon les situations de communication, et les locuteurs d'une langue disposent d'une grande variété d'usages. Maîtriser une langue, c'est savoir utiliser toute cette variété, c'est-à-dire, savoir adapter son discours à chacune de ces situations linguistiques. Selon Mahmoudian, on maîtrise mieux une langue dans la mesure où on manie un nombre plus élevé d'unités linguistiques et que l'on comprend mieux le sens qui rattache ces unités aux circonstances. Martinet développe la même idée lorsqu'il dit que la maîtrise d'une langue est constituée par une hiérarchie d'usages possibles, qui sont les usages quotidiens, les usages solennels, les usages politiques, les usages artistiques, etc. B. Seconde position, personne n'est bilingue.
Certains linguistes disent que le bilinguisme n'existe pas dans la mesure où ils considèrent que personne n'est capable de maîtriser à la perfection deux langues sans aucune interférence. Si l'on applique ces paramètres, il n'y a pas de bilinguisme. André Martinet explique que ce critère de perfection n'a guère de sens, car même un locuteur unilingue ne possède pas à la perfection sa langue et qu'il n'en utilise pas toutes les possibilités lexicales ou syntaxiques. Ce critère de la perfection est rejeté car il ne permet nullement de définir le bilinguisme ou le monolinguisme. La troisième tendance tente de définir le degré de maîtrise relative. Par l'application de la méthode de Malherbe, une série de critères permet de définir une situation de bilinguisme. 1. Être en mesure de mener une conversation, un discours ou un sermon dans une langue étrangère, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Savoir lire les journaux dans cette langue et en saisir l'humour. 2. Être en mesure de mener une conversation intelligible dans une autre langue et pouvoir lire sa littérature. 3. Savoir lire impeccablement l'autre langue. 4. Savoir enseigner les deux langues. 5. Posséder une grande maîtrise des deux langues. 6. Posséder une connaissance parfaite des deux langues. 2. L'approche psychologique. Premièrement, le bilinguisme infantile ou précoce. On parle de bilinguisme infantile quand il s'agit d'un enfant qui, dès sa naissance, est simultanément confronté à deux systèmes linguistiques différents, par exemple, lorsque la mère et le père parlent à l'enfant, chacun leur langue, ou lorsqu'une troisième personne parle une autre langue que celle que parlent les parents. En fait, cette situation est plus rare que la situation de bilinguisme précoce, où l'on a des enfants monolingues dans les premières années de leur enfance, qui apprennent par la suite une seconde langue, soit par imprégnation du milieu familial et social, soit à l'école. Deuxièmement, le bilinguisme, favorable ou défavorable. La question souvent posée est celle de savoir si le bilinguisme est favorable ou défavorable, s'il est nuisible ou non. Cette question est posée à deux niveaux. D'abord, à propos des enfants. On se demande bien souvent si le bilinguisme est préjudiciable ou non au développement de l'enfant, c'est-à-dire à son équilibre psychologique et affectif, et, d'autre part, s'il est préjudiciable à l'acquisition de sa langue maternelle et de sa langue seconde. Ces présupposés sont démentis par de nombreuses expériences faites sur des enfants bilingues. Renzo Titon expose le cas d'un enfant qui apprend l'allemand avec sa mère et le français avec son père. La prononciation fut celle d'un enfant unilingue. Dès le début, le bilinguisme ne retardera pas le développement général du langage, c'est-à-dire que l'acquisition des deux langues n'a pas entraîné de retard. 3. L'approche sociale. On parle de bilinguisme social lorsqu'on prend en considération l'expansion du bilinguisme au niveau de toute une communauté. Cette approche sociale traite d'un certain nombre de questions. Le statut des langues en contact et la distribution de ces langues, c'est-à-dire comment les langues se distribuent-elles parmi les locuteurs? Comment sont-elles pratiquées par les locuteurs? D'où l'étude d'un certain nombre d'éléments à prendre en charge. 1. La situation de communication. 2. L'appartenance sociale, genre et groupe social. 3. Le phénomène de prestige, de valorisation et de dévalorisation. 4. Le phénomène de mémorisation. Bilinguisme et diglossie. Dans une situation de contact de langue, le statut de chaque langue varie suivant les rapports de domination entre les groupes qui les parlent et les perceptions que les individus ont de ces rapports. Il s'ensuit que les usages langagiers varient dans l'espace social et géographique en fonction de ces rapports intergroupes. Si ces rapports changent, les rapports de statut et donc les usages eux-mêmes varieront.
C'est à de tels phénomènes de variation sociolinguistique que nous allons nous intéresser. En premier lieu, nous examinerons le phénomène de diglossie, qui résulte de la relation de statut entre une langue ou une variété de langues superordonnée et une autre langue ou variété de langues subordonnée, dont les usages respectifs sont en distribution complémentaire, plus ou moins stable, dans une société donnée. Définition de la diglossie. La notion de diglossie, du grec ancien diglottose, est un concept sociolinguistique développé par Ferguson, 1959, pour décrire toute situation dans laquelle deux variétés d'une même langue sont employées dans des domaines complémentaires, l'une de ces variétés étant généralement de statut socialement supérieur à l'autre. Dans un sens large, la diglossie existe dans toutes les sociétés où l'usage quotidien diffère sensiblement de la norme officielle. Il faut que chaque variété soit utilisée de manière systématique. Par exemple, une variété est employée dans les domaines formels, comme l'administration, la religion, la poésie, alors que l'autre est réservée à la conversation courante, aux discussions informelles, à la correspondance non officielle. Ferguson qualifie ces deux variétés, l'une haute et l'autre basse. Exemple, dans le monde arabe, l'arabe classique et l'arabe dialectal. En Grèce, le grec formel, le katarévousa, et le grec populaire, le dimotiki. Le terme de diglossie a été étendu par Fishman, 1967, à l'usage complémentaire, institutionnalisé de deux langues distinctes, dans une communauté donnée. Cette situation de diglossie se caractérise par un certain nombre de traits. La notion de fonction, la fonction des deux variétés de langue, H, I et L, l'O, n'est pas la même, il y a répartition de chacune d'entre elles, selon les situations de communication. La notion de prestige, on se place ici au niveau de l'attitude des locuteurs, qui ont tendance à qualifier H de supérieur, de plus belle, de plus logique, de plus apte à exprimer les pensées importantes. Conclusion de la première partie. Le terme sociolinguistique implique une sensibilité, une approche et une méthodologie particulières. Partir du réel, du concret, être à l'écoute des faits de langue, de variation, se dire que le marginal, le particulier sont toujours instructifs, que les langues sont toujours en perpétuelle construction, et que les humains sont les acteurs de ces constructions. Pour le linguiste, cela demande de recueillir des corpus et de prendre le temps de les écouter, d'analyser et de transcrire, mais surtout d'être à l'écoute des communautés et de leurs usages linguistiques. Le développement d'études avec une sensibilité sociolinguistique a permis de sortir d'un certain cadre imposé et préconçu et d'ouvrir des horizons d'études plus proches de la réalité. Cette vidéo de première partie est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Arrivé à ce stade, nous pourrions nous demander quelles sont les applications que pourrait avoir cette vidéo. Les études linguistiques modernes sont toutes basées sur l'usage ou les usages de la langue, ce qui implique être à l'écoute des communautés parlantes, recueillir des corpus et les analyser. La sociolinguistique nous offre les outils pour effectuer ce travail. Ainsi, ceux d'entre vous qui sont au stade d'élaboration d'un travail de recherche pourraient y trouver un terrain adéquat pour leurs analyses. La prochaine vidéo de deuxième partie aura pour objet normes et variations, attitudes et représentations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à marquer votre présence dans la communauté, en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.